Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Épouse de Franklin Roosevelt, 32e président des États-Unis et seul président de l'histoire américaine à avoir été élu 4 fois, entre 1933 et 1945, Eleanor Roosevelt a été l'une des femmes les plus importantes et des plus influentes du XXe siècle. Militante et promotrice infatigable de la justice sociale, des droits de l'homme en général et des droits des femmes en particulier, elle plaça sa vie entière au service de ces causes. Devenue First Lady, première dame, elle occupa auprès du président des États-Unis, son mari, une place que nulle femme n'avait prise avant elle. Mais qui au juste était cette femme ? Née dans un milieu ultra privilégié, comment en est-elle venue à dédier sa vie aux plus fragiles ? Morte il y a tout juste 60 ans, en 1962, pourquoi est-elle aujourd'hui encore considérée aux États-Unis comme un modèle, une icône ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cet épisode en 2 parties. Première partie, fille et épouse modèle. Nous sommes en 1918, au port de New York. Debout, près d'une ambulance, Eleanor Roosevelt guette nerveusement l'arrivée du bateau où se trouve son mari, Franklin Roosevelt, de retour d'Europe. Il est très gravement malade. En plus de la grippe espagnole qu'il a contractée là-bas, il souffre d'une pneumonie. On va donc l'installer provisoirement chez sa mère pour éviter la contagion et pour qu'il se rétablisse. Une fois sur place, tandis que l'on installe Franklin dans sa chambre, Eleanor commence à vider sa valise. C'est alors qu'elle tombe sur un paquet de lettres. Elle y jette un rapide coup d'œil. Elle est comme foudroyée. Ce sont des lettres d'amour échangées par son mari et Lucy Mercer, qui n'est autre que sa jeune secrétaire, à elle. Ces deux-là s'aiment, cela ne fait aucun doute, et semble-t-il depuis 1914, 4 ans. Eleanor est dévastée. 9 ans de mariage et 6 enfants pour en arriver là, c'en est trop. Malade ou pas, elle va quitter son mari. Sa vie va changer à jamais. Eleanor Roosevelt est née le 11 octobre 1884 dans une richissime famille protestante de la côte Est. Une famille qui a fait une très grosse fortune dans l'immobilier. La famille WASP typique. WASP, cela signifie White, Anglo-Saxon, Protestant, blanc, anglo-saxon protestant. Ce sont les familles les plus anciennes et les plus puissantes des États-Unis. Elle a une mère absolument ravissante, mais elle, Eleanor, a plutôt un physique ingrat, la mâchoire proéminente, le menton fuyant. Elle est bien trop grande pour son âge, fluette et à la fois un petit peu voûtée. Dans sa prime jeunesse, elle devra d'ailleurs porter un corset de fer pendant plus d'1 an. Mais elle a pour elle de beaux cheveux blonds de miel et des yeux bleus d'une extrême douceur. Sa mère, cependant, semble troublée par son absence de beauté. Elle est plutôt froide, distante avec elle. Elle la surnomme Granny. Granny, cela signifie grand-mère, car elle la trouve bien trop sérieuse pour son âge. Intimidée par sa mère si belle, si parfaite, Eleanor se sent bien plus proche de son père, qui lui l'adore, mais qui lui-même est extrêmement fragile, ayant une grave addiction à l'alcool. L'enfance d'Eleanor est très tôt marquée par le drame. Sa mère meurt quand elle a 8 ans, son père quand elle en a 10. Ses 2 jeunes frères et elle sont recueillis par leur grand-mère maternelle. Traumatisée par ces deuils, Eleanor devient une adolescente grave et mélancolique et de surcroît plutôt mal fagotée dans les vêtements démodés que lui impose sa grand-mère. Mais elle est intelligente, elle a du charme et du caractère.
Sa grand-mère fait de son mieux pour qu'elle devienne un jour une jeune femme accomplie. Gouvernante, répétiteur, leçons de danse, de maintien, de musique, d'équitation, leçons de langue naturellement. La grand-mère a surtout l'idée géniale d'envoyer Éléanore en Angleterre dans un pensionnat pas comme les autres. Au début de l'automne 1899, Éléanore, qui a alors 15 ans, quitte donc l'Amérique pour aller étudier à Allenswood, un pensionnat très anticonformiste dirigé par une certaine Marie Souvestre, connue pour ses idées progressistes en matière de culture et de politique. Marie Souvestre est une femme libre, féministe avant la lettre. Elle est célibataire et, on peut le dire, elle préfère les femmes aux hommes. Quand Éléanore arrive dans son établissement, Marie Souvestre a déjà 70 ans. Éléanore devient l'une de ses meilleures élèves et de ses favorites. Elle a pour elle une affection quasi maternelle. À Allenswood, les élèves ont l'obligation de parler en français, ce qui n'est pas difficile pour Éléanore. On le parlait dans sa famille depuis qu'elle est enfant. Elle l'a, de surcroît, travaillé grâce à sa grand-mère. Elle apprend également l'allemand et l'italien. Mais surtout, Madame Souvestre encourage ses élèves à penser par elles-mêmes, à s'intéresser à l'actualité. C'est la première fois de sa vie qu'Éléanore voit une femme afficher ses opinions et prête à se battre pour une cause. À son contact, elle change beaucoup, mûrit, prend confiance en elle, d'autant qu'elle est aussi très aimée de ses camarades, dont certaines resteront des amies à vie. Ses 3 ans à l'étranger l'ont rendue bien plus sûre d'elle. Hélas, il lui faut rentrer aux États-Unis. Il est temps pour elle de faire son entrée dans le monde. Un destin tout tracé de future mère au foyer, et pourquoi pas de future première dame, l'attend dans son pays. Après tout, n'est-elle pas la nièce de Theodore Roosevelt, président des États-Unis de 1901 à 1909 ? Mondanité, bal, mondanité, voilà qui ne l'enchante guère. Elle a même horreur de ça. Elle craint toujours un peu de faire tapisserie. Et pourtant, c'est à l'occasion d'une réception à la Maison-Blanche qu'elle fait plus ample connaissance avec un lointain cousin au sourire enjôleur, aux magnifiques yeux bleus. Ils se sont déjà croisés dans des réunions de famille. Il s'appelle Franklin Roosevelt, a 2 ans de plus qu'elle, et il est beau comme un dieu. Comment s'intéresserait-il à elle ? Et pourtant, impressionné par l'intelligence, la sincérité et le charme d'Éléanore, Franklin va bientôt tenter de la voir le plus souvent possible. Les 2 jeunes gens se découvrent un goût commun pour les livres, la poésie. Franklin lui aussi parle le français et l'allemand comme Éléanore. Il a fait de nombreux voyages en Europe. C'est un jeune homme passionné et sportif qui passe sa vie au Muséum d'histoire naturelle de New York, collectionne les timbres, pratique l'aviron, le polo, le tir. Il fait sans passion des études de droit à Columbia et s'apprête à rejoindre un puissant cabinet d'avocats de Wall Street. Est un ange, écrit-il dans son journal. À 23 ans, malgré la farouche opposition d'une mère ultra-possessive, dont il est, il faut dire, le fils unique, Franklin demande Éléanore en mariage. Le jour des noces, le 17 mars 1905, Éléanore reçoit un télégramme. Il est de Marie Souvestre. Un seul mot, bonheur. Marie Souvestre mourra 2 jours plus tard. Éléanore conservera toujours une photo d'elle sur son bureau. Mais l'heure est aux réjouissances, et toute la presse parle du mariage. Le New York Sun commente. Il y avait toutes les chances qu'un Roosevelt épousât une Roosevelt, car les Roosevelt ne fréquentent que les Roosevelt. Les jeunes époux reçoivent une multitude de cadeaux, dont notamment 13 horloges.
Les photos de leur lune de miel en Europe montrent une Éléanore vêtue de robe à col serré, agrémentée de longues manches, la vraie américaine, puritaine et pudique. Les jeunes mariés semblent très heureux, ils visitent Paris, Venise, courent les grands restaurants. Franklin couvre Éléanore de cadeaux. De retour à New York, il s'installe en plein cœur de Manhattan, dans un appartement choisi et meublé par la mère de Franklin. C'est d'ailleurs elle également qu'il va recruter le personnel de maison. Face à cette belle-mère toute puissante, Éléanore se laisse faire docilement. Tout ce qu'elle veut, c'est être aimée. À peine rentrée de voyage de noces, Éléanore se découvre enceinte. Le 3 mai 1906, elle donne naissance à Anna. Suivent James en 1907, moins de 2 ans plus tard, Franklin Delano Jr., qui meurt âgé de quelques mois, puis Elliot en 1910, Franklin en 1914, et enfin ce sera un 4e garçon, un petit John en 1916. Autrement dit, en quelques années, elle sera mère de 5 enfants. Dans This is my story, voici mon histoire, publiée en 1933, elle écrit: Je correspondais tout à fait au modèle de la jeune femme de la bonne société de l'époque, assez conventionnelle, effacée, destinée à n'être qu'une mère de famille. Pendant près de 10 ans, je n'ai cessé d'être enceinte ou d'accoucher. Mes occupations étaient des plus restreintes, leçons intermittentes de français ou d'italien, broderie ou tricot. Non qu'elle ne soit pas une bonne mère, mais ce rôle ne la rend pas heureuse. Elle est bloquée chez elle avec sa belle-mère, pendant que son mari mène une vie professionnelle et mondaine intense, va à la chasse, fait du bateau. Alors progressivement, Éléanore devient sombre, mélancolique, dépressive. Franklin ne la comprend plus. Un soir, n'en pouvant plus, elle fait une véritable crise de nerfs et quitte la table en sanglots. Son mari se demande si elle n'est pas devenue folle. Mais il est déjà trop absorbé par sa carrière politique naissante au sein du Parti démocrate. En 1910, à 28 ans, il est élu sénateur d'Albany, une ville située à 230 km au nord de New York. Enfin une éclaircie pour Éléanore, car en emménageant là-bas, elle s'affranchit enfin de sa terrible belle-mère. Et puis, en étant femme de sénateur, elle commence à occuper des fonctions de représentation. Pour l'aider, elle engage même une secrétaire, une jeune femme de 25 ans, Lucy Mercer. Ce faisant, elle fait entrer le loup dans la bergerie, car Franklin va en tomber amoureux. C'est elle dont Éléanore trouvera les lettres ce fameux jour de 1918 en vidant la valise de son mari. Pendant toute la durée de la Grande Guerre, Franklin Roosevelt, nommé secrétaire adjoint à la Marine, se consacre corps et âme au développement de la marine américaine et en particulier à celui des sous-marins. En 1918, il voyage en France et en Grande-Bretagne dont il visite les équipements navals. C'est là qu'il rencontre Churchill pour la première fois. Et c'est là qu'il contracte la grippe espagnole. Ayant découvert l'infidélité de son mari, Éléanore veut divorcer. Elle a le sentiment d'avoir tout sacrifié à un homme indigne de sa confiance et de son amour. Elle lui met donc le marché en main. Elle ne restera son épouse que s'il rompt définitivement avec Lucy Mercer et jure de ne plus jamais la voir. Franklin Roosevelt sait bien qu'un divorce aurait des conséquences désastreuses sur sa carrière politique, sans compter que Lucy, très catholique, n'acceptera pas forcément d'épouser un homme divorcé. Alors, il accepte le marché d'Éléanore. Il parvient à la convaincre de sauver les apparences et de devenir une sorte de partenaire. Éléanore s'installe dans une maison séparée. Désormais, ils mèneront une vie parallèle. Cette remise en question de son mariage va la changer du tout au tout.
elle comprend qu'elle peut sortir de son rôle de mère parfaite, qu'il lui faut renoncer à toutes sortes de préjugés liés à son milieu social. Elle se met à fréquenter des intellectuels, des juristes, des femmes libérées et engagées. Auprès d'elle, elle se forme à la vie militante, à l'engagement et s'investit de plus en plus dans les mouvements sociaux. En 1921, c'est un véritable coup de théâtre. À moins de 40 ans, en pleine santé, bronzé, vigoureux, sportif, ayant devant lui une grande carrière politique, Franklin Roosevelt tombe gravement malade. Un beau matin, l'une de ses jambes refuse absolument de fonctionner. Il est brûlant de fièvre. Un médecin diagnostique un simple refroidissement, mais la paralysie gagne bientôt l'autre jambe. On pense alors qu'il s'agit de la polio. Une étude de 2012 a établi que Franklin Roosevelt souffrait en réalité du syndrome de Guillain-Barré, une maladie qui peut conduire à une paralysie complète. Éléanore soigne son mari avec dévouement. Elle passe jours et nuits auprès de lui. Puis, après quelques semaines d'hôpital, Franklin Roosevelt rentre chez lui avec un fauteuil roulant et des béquilles en attendant d'être appareillé. Il a un moral de battant et Éléanore va l'aider à surmonter cette grave crise. Elle fait aménager pour lui la maison d'Albany. Elle fait notamment créer une piscine financée avec autorisation du Congrès américain. Franklin ne doit pas renoncer à ses ambitions politiques. C'est très important, il faut qu'il se batte. L'opinion publique américaine ne doit pas oublier son nom, le nom Roosevelt. Donc Éléanore va devoir parler au nom de son mari, occuper le terrain à sa place, être les yeux, les oreilles et les jambes de son mari. C'est ainsi qu'elle-même le formulera plus tard. Dans cet objectif, elle ne part pas de zéro. Elle a déjà une petite expérience dans la création de clubs de femmes, l'organisation de débats, la recherche de fonds ou même le porte-à-porte. Mais à partir de 1922, son implication monte en puissance. Et voilà que celle qui se disait elle-même gauche et timide, manquant beaucoup d'assurance, se met à parler en public, à la radio, à faire des conférences, à voyager dans le pays. Son grand ami, Louis Hove, qui est en fait un ami du couple Roosevelt, lui apprend comment modifier sa voix un petit peu trop haut perchée et stridente. Et puis, à la demande de ses meilleures amies, Nancy Cook et Marion Dickerman, elle devient l'une des principales responsables de la division féminine du Comité démocratique de l'État de New York. Pendant 6 ans, avec l'aide de ses 2 amies, Nancy Cook et Marion Dickerman, mais aussi de 2 amis universitaires, elle va écumer les coins les plus retirés de l'État de New York. Elle se passionne pour le droit du travail et l'égalité salariale. Mais elle exprime aussi des revendications dans tous les aspects de la vie quotidienne, logement, éducation, transport, assurance pour les chômeurs, réduction du temps de travail, exigence de la journée de 8 heures, travail des enfants. Éléanore devient le porte-voix de Franklin. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Seconde partie, une First Lady pas comme les autres. Nous avons laissé Éléanore alors que son mari Franklin Roosevelt fait son retour sur la scène politique après des mois d'immobilisation due à la maladie. Il veut devenir gouverneur de l'État de New York. Les élections n'auront pas lieu avant 1928. Mais pour l'heure, nous sommes le 1er janvier 1926. Éléanore mène sa vie comme elle l'entend et ce jour-là, elle s'installe dans une petite maison au nord de New York avec ses 2 meilleures amies, Marion et Nancy. Franklin, présent à la pendaison de crémaillère, les a ironiquement baptisées les 3 grâces de Honeymoon Cottage, quand elles-mêmes se surnomment plus volontiers les 3 mousquetaires. Ensemble, elles vont en faire des choses, créer une petite entreprise d'ébénisterie,
acheter une école où Eleanor va enseigner la littérature, le théâtre et l'histoire des États-Unis. L'école reste conservatrice dans ses mœurs. On porte l'uniforme, on prie et l'on entonne l'hymne national avant d'entrer en classe. Mais Eleanor s'inspire des méthodes pédagogiques de mademoiselle Souvestre et si les élèves viennent de la grande bourgeoisie, elle tient à les emmener visiter les quartiers populaires pour qu'elles comprennent dans quelle misère vivent certains de leurs compatriotes. Il faut sensibiliser ces jeunes filles à l'injustice et à la souffrance, les inciter à défendre des causes qu'elles croiront justes. Pour son rôle naissant de leader auprès des femmes, Eleanor est remarquée et engagée par Alfred Smith, démocrate, candidat à la Maison-Blanche, et elle va soutenir sa campagne de 1928. Eleanor est alors sur tous les fronts. Elle organise des réunions, elle répond aux centaines de lettres que reçoit le candidat. Smith est finalement battu par Hoover. En revanche, au même moment, Franklin, de son côté, va se présenter au poste de gouverneur de New York et les élections vont avoir lieu en 1928. Que va-t-il se passer s'il est élu? Eleanor va redevenir femme de gouverneur avec toutes les obligations que cela implique. Devra-t-elle renoncer à celles qu'elle a développées elle-même de son côté pour elle? Le 1er janvier 1929, 17 ans après un premier mandat de sénateur, 7 ans après la maladie qui a fait de lui un infirme à vie, voici Roosevelt à 47 ans de retour à Albany, où a débuté sa carrière. Quelle revanche sur le monde politique qui a cru en 1921 qu'il n'avait plus qu'un passé. Grâce à Alfred Smith, l'État de New York est devenu un bastion du progressisme. Construction de logements à bon marché, augmentation des salaires des enseignants, réduction à 48 heures hebdomadaires du travail des femmes. Eh bien, Roosevelt va poursuivre ce programme en réduisant le prix de l'électricité et en créant des assurances sociales. Hélas, moins de 10 mois après son entrée en fonction, survient le krach de Wall Street. C'est le début de la grande crise de 29 avec ses faillites et ses millions de chômeurs. Une réalité cruelle que les Roosevelt constatent avec effroi à chacun de leurs déplacements dans le pays. Le président Hoover, qui est au pouvoir, semble incapable de résoudre cette crise sans précédent. Aux prochaines élections présidentielles, Franklin Roosevelt le sait maintenant, il sera candidat. Dans la campagne pour la présidentielle de 1932, Eleanor soutient sans réserve son mari, même si la perspective de devoir vivre à la Maison-Blanche ne l'emballe pas du tout. Elle y est souvent venue dans sa jeunesse pour voir ses oncles et tantes. Mondanité, réceptions officielles, œuvres de charité. Est-ce ce qui l'attend? Pour l'heure, à la tête de la division des femmes démocrates, elle se charge de mobiliser les électrices. Elle intervient le plus souvent possible dans des meetings, s'efforçant de redonner espoir aux Américains. Jamais jusqu'ici, l'épouse d'un candidat n'a pris de telles initiatives ni occupé tant de place dans la sphère publique. Au présidentiel de 1932, la victoire de Roosevelt est spectaculaire. Il l'emporte avec 57% des suffrages. 42 États sur 48 ont voté pour lui. Eleanor s'installe à la Maison-Blanche. L'heure est au New Deal, la nouvelle donne. C'est le nom du programme destiné à sortir les États-Unis de la crise. Il faut remettre le pays au travail, ranimer l'activité, combattre le chômage par un vaste programme de grands travaux. Jamais les États-Unis n'ont vécu une réforme économique d'une telle ampleur et dans un temps si court. Devenue First Lady, Eleanor doit abandonner certaines activités associatives et militantes, mais elle ne chôme pas pour autant. Pour la seule année 1933, elle reçoit près de 300 000 lettres. Elle est sollicitée pour faire des conférences dans tout le pays. Elle déclare que, crise ou pas, il n'est pas question de renvoyer les femmes qui travaillent au foyer.
car devant les taux de chômage élevés, on y a bien pensé un moment. Elle devient la première First Lady à donner une dimension politique et médiatique à son rôle. C'est une journaliste de l'Associated Press qui travaille à la Maison-Blanche, Lorena Hickok, qui la met en valeur et vante son action auprès des médias. Un activisme qui porte ses fruits puisque dès 1933, il y a beaucoup plus d'articles sur elle que sur son mari. En 1937, un sondage de la chaîne de radio NBC proclame Eleanor femme la plus remarquable de l'année. Sa popularité rejaillit au passage sur celle de son mari. Eleanor est donc la première First Lady à se battre pour davantage de justice sociale et pour l'émancipation des femmes. La première aussi membre du cabinet présidentiel en tant que secrétaire au travail. Pour ne pas perdre le contact avec le peuple américain, non seulement elle parcourt le pays en tous sens, mais à partir de décembre 1935, elle tient une chronique quotidienne intitulée My Day. Elle y raconte sa vie à la Maison-Blanche et répond à toutes les questions qui lui sont posées par courrier. À la fin des années 40, cette chronique est reprise par une centaine de journaux aux États-Unis. Comme les femmes journalistes sont souvent cantonnées aux sujets subalternes, Eleanor a l'idée d'instituer à la Maison-Blanche une conférence de presse hebdomadaire réservée aux femmes. Elle a une énergie inépuisable qui se déploie tous azimuts. La presse conservatrice trouve d'ailleurs qu'elle en fait trop. On la dénonce comme une Amazone. On l'accuse de vouloir instaurer un gouvernement des jupons, de vouloir subvertir le modèle traditionnel qui fait la fierté du peuple américain. Oui, les femmes conservatrices lui en veulent, estimant qu'elle donne de la femme une image inappropriée. Elle devrait rester à sa place, se promener au bras de son mari et arrêter de donner son avis à tout bout de champ. C'est surtout dans le sud des États-Unis qu'elle est impopulaire du fait de son engagement contre les discriminations dont sont victimes les Afro-Américains et contre la ségrégation. Elle prend parti pour les lois anti-lynchage dans le Sud, où la presse la qualifie de « reine de la nation noire » et lui suggère d'aller vivre en Afrique, au Libéria. En 1939, la chanteuse noire américaine Marina Anderson, n'ayant pas pu chanter devant une association très sélecte de Washington du fait de la couleur de sa peau, Eleanor obtient qu'elle puisse se produire lors d'un concert en plein air devant le Memorial Lincoln à Washington. Les spectateurs s'y pressent par milliers. C'est un triomphe. L'entrée en guerre des États-Unis le 8 décembre 1941, au lendemain de l'attaque de la base navale américaine de Pearl Harbor par l'aviation japonaise, cette attaque et cette entrée en guerre relèguent les nobles causes au second plan. Aussitôt, la Maison-Blanche est transformée en camp retranché. Les fenêtres sont condamnées, il y a des sentinelles sur les toits. Et puis, les 4 fils Roosevelt partent, ils entrent tous les 4 sous les drapeaux. Eleanor n'a pas le temps d'avoir peur pour eux, elle mène un train d'enfer, réunion de travail, réception d'ambassadeurs. Son mari, lui, est complètement accaparé naturellement par la conduite des affaires militaires et la diplomatie. Ils vont s'éloigner l'un de l'autre pendant ces années de guerre. Et puis, Eleanor est maintenant limitée dans son action, limitée dans ses propos, cantonnée à la visite des usines et des hôpitaux. Enfin, à la radio, elle appelle les femmes et les jeunes à soutenir l'effort de guerre. Elle rappelle que ses 4 fils se battent en Europe. Et comme le combat pour les droits civiques reste son cheval de bataille, elle est l'une des rares personnes à s'insurger contre les réactions anti-japonaises aux États-Unis et à s'opposer à l'internement des citoyens américains d'origine japonaise. Dès 1938, elle a été aussi la première personnalité américaine à demander aux Européens d'accueillir des réfugiés juifs et à prendre position pour la création d'un État juif. En 1942,
Elle est la première First Lady de l'histoire des États-Unis à traverser l'Atlantique sans son mari pour se rendre dans un pays en guerre. L'objectif de ce voyage est de resserrer les liens entre Grande-Bretagne et États-Unis. Et puis, après l'Angleterre, elle effectue en octobre 1943 une longue tournée auprès des troupes engagées en Extrême-Orient. Elle visite 17 îles. Elle perd 14 kilos, un périple exténuant. Le 20 janvier 1945 a lieu à la Maison-Blanche la cérémonie d'intronisation de Franklin Roosevelt, qui vient d'être élu pour la 4e fois. Éléonore et lui auront donc passé près de 12 ans à la Maison-Blanche, chose inédite dans toute l'histoire des États-Unis. Une photo est prise montrant Éléonore, Franklin et leurs 13 petits-enfants. 2 jours plus tard, Franklin Roosevelt part pour Yalta, en Crimée, rencontrer Churchill et Staline, le maître de l'URSS. Ce voyage épuisant signera la fin du président Roosevelt. Il meurt le 12 avril 1945 à 63 ans. Éléonore et lui auront été mariés pendant 40 ans. 40 ans de solidarité et d'action commune, d'accords profonds sur les valeurs essentielles. Éléonore n'en a pas fini pour autant avec l'engagement politique, et dans ces années d'après-guerre, elle va occuper une position incomparable dans le domaine international. Le nouveau président des États-Unis, Truman, lui demande de faire partie de la commission qui, à Londres, doit travailler sur la Déclaration des droits de l'homme. Elle sera la seule femme de la délégation américaine. Et sur l'ensemble des délégués, il n'y aura que 6 femmes sur 657 représentants. Éléonore participe à d'interminables séances de travail et va se consacrer en particulier aux problèmes des personnes déplacées. Le 27 janvier 1947, elle est élue à l'unanimité présidente de la Commission des droits de l'homme chargée d'élaborer une charte internationale des droits de l'homme. Quelques mois plus tard, le 9 décembre 1948, c'est elle qui présente la Déclaration universelle des droits de l'homme devant l'Assemblée générale réunie à Paris, au palais de Chaillot. Nous sommes ici, au seuil d'un grand événement dans la vie des Nations unies et de l'espèce humaine. Cette déclaration est destinée à devenir la Magna Carta pour tous les hommes du monde. La Magna Carta, c'est un texte constitutionnel non écrit anglais, britannique. Ce que veut dire là Eleanor Roosevelt, c'est que ce texte va devenir le texte sacré, le texte de référence pour l'ensemble de l'humanité. Le 10 décembre, ce texte est adopté. La salle applaudit à tout rompre, celle que Truman nomme désormais « The First Lady of the World », la première dame du monde. New York, Londres, Paris, Genève, Berlin, pendant 7 ans, de 1945 à 1953. Ces fonctions qu'elle a occupées à l'ONU l'ont obligée à de multiples traversées de l'Atlantique. Quand Eisenhower est élu président des États-Unis, Eleanor propose sa démission, qui est acceptée. Lorsqu'elle quitte ses fonctions en 1953, son ultime discours porte sur l'égalité des droits économiques et politiques pour les femmes. Le nouveau pouvoir ne l'enchante guère. Elle considère qu'il trahit l'immense héritage social de la présidence de son mari. Quand Kennedy se présente en 1960, il demande à Eleanor de le recevoir, mais elle n'est pas emballée, car elle lui reproche sa neutralité dans les années du maccarthysme. Le maccarthysme était la chasse aux communistes. Mais finalement, après l'avoir rencontré, elle appuiera sa candidature. Ce sera d'ailleurs son dernier geste de militante. Jusqu'à sa mort, elle combat sur tous les fronts pour les droits civiques des Noirs, pour l'égalité salariale hommes et femmes, elle écrit des livres, elle donne 150 conférences par an, elle intervient à la radio dans sa propre émission et anime une émission de télé.
Eleanor Roosevelt, meurt le 7 novembre 1962 à 78 ans. En 1978, soit 16 ans après sa mort, plus de 3300 lettres échangées entre elle et Lorena Hickok, journaliste à la Maison-Blanche, sont rendues publiques. Ce sont des lettres d'amour passionnées. Leur liaison aurait commencé en 1932, l'année de la première élection de Franklin. Hick, comme l'a surnommée Eleanor, a eu une immense influence sur elle et l'a beaucoup poussée à s'engager. Eleanor lui écrivait « Souvenez-vous toujours que personne n'est ce que vous êtes pour moi. C'est avec vous, plus qu'avec quiconque, que je préférerais être en cet instant. Je ne me suis jamais mieux sentie qu'avec vous. » Cette relation dans laquelle Eleanor avait puisé force et courage reste l'une des plus marquantes de sa vie. À l'heure de sa mort, Eleanor Roosevelt, icône des féministes, des homosexuels et des Afro-Américains, était bien loin de la wasp pur sucre qu'elle était en naissant. Le jour de sa mort, le New York Times écrit qu'elle était l'une des femmes les plus estimées au monde, un symbole de la démocratie américaine dans ce qu'elle peut avoir de meilleur. Sur la statue en bronze à son effigie, inaugurée à New York en 1996 par Hillary Clinton, sont écrits ces quelques mots du politicien Adlai Stevenson. Sa flamme a réchauffé le monde. C'est la fin de ce double épisode consacré à Eleanor Roosevelt, une grande First Lady. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création originale Europe 1 Studio. J'ai écrit l'épisode que vous venez d'entendre. La réalisation est de Victor Nolo. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. À très bientôt.